Alors bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés, une nouvelle fois pour un délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Ça au moins ça bouge pas, les thèmes changent mais ça au moins ça ne change jamais. Les couleurs changent. C'est ça, les couleurs, des pulls, des chemises et des chaussettes. Et ça, voilà, de temps en temps je mets une cravate pour aller au boulot, c'est pour faire genre. Alors je rappelle comme la dernière fois que nous sommes sur Instagram sous le nom au moins un petit peu prévisible de l'Institut des Libertés. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Donc allez vous abonner. Là, je crois qu'on a pris beaucoup d'abonnés hier. On est déjà à 1300. C'est pas mal. Alors, on va pas perdre beaucoup plus de temps. Premier sujet, c'est l'entreprise chinoise Evergrande. Donc on en avait parlé il y a un mois environ, qui donc fait faillite. Puisque du coup la Chine a décidé de ne pas mettre tous ses deniers dans le fait de sauver une entreprise. Donc est-ce que vous distribuez, juste pour l'occasion, une petite médaille de libéralisme pour le régime chinois ? Bah, c'est pas tellement du libéralisme, c'est simplement de la bonne gestion. Imaginez que vous ayez une entreprise, allez, hein, et que vous ayez des gars qui soient très bosseurs, et que il y en a qui le soient beaucoup moins, et qui fassent que des bêtises. Et si vous n'arrêtez pas de sauver ceux qui foutent rien, ça se fera au détriment de ceux qui bossent. Et donc ceux qui bossent au bout d'un certain temps s'en iront. Et vous vous retrouvez qu'avec des glandus. Et donc automatiquement, ce que fait la Chine, c'est qu'elle dit, ben, les patrons de Evergrande, ils ont quand même réussi à avoir accès à un montant important de capital. Ils en ont fait du grand n'importe quoi. Donc il est urgent de ne plus leur laisser avoir accès au capital. J'aimerais par exemple qu'on fasse la même chose pour les hommes politiques français. Ça fait 40 ans qu'ils nous mettent en faillite lentement mais sûrement. Et ça fait rien, dès qu'il y a des élections, ils se précipitent tous avec des brillantes idées sur les nouvelles façons qu'ils auraient de dépenser un argent qu'ils empêchent les autres de gagner. Donc si vous voulez, moi je trouve que c'est un simple rappel de ce qu'est la vraie vie, quoi. Tout en traitant d'ailleurs les nouveaux acteurs politiques d'incompétents, pour nous faire croire qu'au moins il y a... Oui, parce que c'est extraordinaire, celui qui se présente, puisque c'est lui dont vous parlez, Zemmour. On dit, vous n'y connaissez rien, mais on espère qu'il n'y connaît rien, parce que si ceux qui sont là depuis 40 ou 50 ans, ils connaissent quelque chose et nous ont emmenés là où là où on est, ça leur sert à rien, toute cette connaissance. Je veux dire, c'est vraiment l'histoire des aveugles qui disent au type, vous voyez rien, quoi, mais... oui, c'est la vieille blague, c'est voyons, disait l'aveugle, mais... là, on a des aveugles qui nous expliquent, qui vont nous amener droit sur le chemin, qui nous mène au précipice, quoi. Mais donc, encore une fois, il n'y a rien d'étonnant à ce que dans un système qui fonctionne, les gens qui gèrent mal leur boîte fassent faillite. C'est parfaitement normal. Et est-ce que c'est ce que fait la France, à laisser les entreprises faire faillite lorsqu'elles ne marchent pas, ou est-ce qu'elle ça dépend. Si c'est une petite entreprise dans laquelle il n'y a pas de hauts fonctionnaires, non, celle-là, elle crèvera tranquillement. Celle-là, personne. Mais si c'est une grande banque, par exemple, dans laquelle il y a toute l'élite du Trésor français qui est venue pantoufler, et que le Trésor français a mis cette banque en faillite, comme c'était arrivé par exemple pour le Crédit Lyonnais avec, je crois, M. Abrère, qui était quand même le grand patron du Trésor dans sa jeunesse, à ce moment-là, non, jamais on ne laissera faire faillite, et il n'y aura aucune sanction surtout. Moi, je m'en fous si vous voulez, mais il est quand même extraordinaire que dans la crise de 2008-2009, où il y a eu des pertes absolument gigantesques qui ont été faites partout, il n'y ait pas eu une sanction judiciaire. Quand les Savings and Loans avaient sauté dans les années 80, c'était des banques d'épargne aux États-Unis parce qu'il y avait toute une série de malversations. Et eh bien, je crois qu'il y en avait plus de 300 chefs de Savings and Loans qui étaient allés en tôle. Et là, on a des faillites absolument gigantesques, des trucs monstrueux, et tout le monde est décoré de la Légion d'honneur, quoi. C'est un merveilleux système. Si ça marchait pour moi et si ça marche pas, c'est pour le payeur d'impôts. Étendez-vous qu'à la fin, on soit ruiné, quoi. C'est ce que vous appelez le capitalisme de connivence. Ben, en plein. Ce qui est bien, probablement les gens d'Evergrande étaient très copains avec les patrons C'était quand même la deuxième affaire de travaux publics de Chine, c'est pas rien, quoi. Ils étaient très copains, j'imagine, avec tous les classiques du parti. Ben, ils sont liquidés pareil, quoi. Très bien, super.
Alors sinon, la grosse affaire en ce moment en Europe, c'est l'affaire des migrants à la frontière polonaise. Donc je rappelle les faits, c'est le président quasiment dictateur de Biélorussie, Loukachenko, qui en fait a fait appel à plein de réfugiés. Syriens, Irakiens, etc. Voilà, donc notamment proche Moyen-Orient, pour venir en Biélorussie, sauf que la Biélorussie ne peut pas les accueillir. Donc il faut qu'ils aillent en Europe. Alors actuellement, donc, c'est une chance pour l'Europe, ça, non? Bah, moi j'ai du mal à comprendre la logique, parce que on nous dit à longueur de temps que on est fait par l'immigration, que l'immigration nous enrichit, etc. Donc on devrait être heureux que des gens nous envoient des migrants. C'est que du bonus. Et ben non, quand on nous envoie des migrants, ça devient une crise politique. Donc c'est un peu curieux. C'est-à-dire qu'on veut bien des migrants que nos services, nos criminels dans la Méditerranée, toutes les ONG qui les font venir dans des bateaux, si on sait qui sont les criminels, ça va. Mais si c'est des criminels de l'extérieur, ça va pas. Tout à fait, c'est ça. En fait, quand les ONG nous balancent des migrants, il faut les accepter. Il faut même subventionner ces ONG. Quand Erdogan nous envoie des migrants, il faut cette fois-ci mettre des milliards à la Turquie. 3 milliards d'euros à la Turquie pour pas qu'ils cessent de nous en envoyer. Voilà. Et ensuite... Mais attendez, je croyais que ça devait rapporter quelque chose, les migrants. Bah, donc oui. Pourquoi payer Erdogan pour nous empêcher d'envoyer des gens qui vont être rentables chez nous? Tout à fait. En toute logique, il faudrait le payer pour qu'il nous en envoie encore davantage. Oui, oui. Je veux dire, normalement, si vraiment ça marche... Est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction quelque part, là? Ah bah là, il y a une énorme contradiction. On devrait chercher tout le temps à s'enrichir de migrants, puisque, en fait, normalement, c'est ce qui nous apporte des biens économiques. Puisqu'ils sont tous... c'est gagnant-gagnant, quoi. Quel est le problème? Oui. Donc, bref, là, on a compris que c'était pas tout à fait le cas. Et la réaction des élites européennes vis-à-vis de la Biélorussie n'est pas la même que vis-à-vis des ONG ou vis-à-vis d'Erdogan. Sauf que là, il y a une problématique qui, je trouve, est intéressante. C'est que la Pologne, en soi, pourrait laisser passer ces migrants. Parce faire un couloir avec pas le fil de fer barbelé de chaque côté. En vrai, il pourrait le faire. De toute façon, même s'il les laissait librement dans le pays, ils n'y resteraient pas parce que c'est pas là qu'ils ont quelque chose de fondamental à aller chercher. Ils savent qu'ils vont passer par la Pologne, mais pour aller dans des pays comme l'Allemagne ou la France. Et là, ce que je trouve absolument fantastique, c'est une espèce d'Union européenne de fait, mais cette fois-ci, pas l'Union européenne administrative qu'on connaît, enfin qui s'est mise en place depuis les années 50, mais une Union européenne de civilisation et de conscience civilisationnelle, de fraternité, moi je les stoppe à ma frontière, parce que même si moi je m'en fous, j'ai pas envie qu'ils viennent chez toi. Et ça, je trouve ça absolument fantastique. Mais c'est pas dans les traités, ça, si? Non, c'est pas du tout dans les traités. C'est pas dans les traités, c'est pas un peu ce que dit Orban? Bah, justement, Orban, c'est un peu un... C'est un peu ce qu'il dit, ce qu'un peu, c'est qu'en principe, on est des civilisations chrétiennes, donc il faut peut-être... C'est embêtant, ça, hein, parce que il n'y a rien de pire, si vous voulez, que quand un politique médiocre, comme souvent ils le sont, hélas, se voit coincé dans ses propres contradictions, quoi. Et là, ça me paraît être une contradiction. Donc, si je comprends bien, si l'immigrant vient de l'Algérie, on dit rien. Avec une ONG, là, on dit rien, on n'a rien à dire, Mais par contre, s'il vient de quelqu'un qui est pas bien comme le Loukachenko, ça c'est pas bien du tout. Et s'il vient de Turquie, ça va à peu près parce que il règle le débit, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Donc c'est une justice à la tête du client, quoi. Il n'y a pas un principe directeur. Non, pas du tout. Il n'y a pas un principe universel d'accueil des migrants en fonction de ceci ou de cela. Et chaque pays a une réaction différente, j'imagine. Bah, j'ai l'impression quand même que beaucoup de pays, y compris les pays qui sont censés être un peu progressistes d'Europe occidentale, voient quand même la situation et se disent il faut quand même barrer la frontière. Et moi, je vois surtout en France, alors je vais pas regarder tellement les réactions dans les pays comme la Belgique ou l'Espagne, où là c'est un peu plus libéral sur la question migratoire. Mais je trouve ça quelque part bon signe que on se dise qu'il y a un problème migratoire au niveau de l'Europe et qu'il faut mettre des frontières très fortes. Frontières très fortes sur l'Europe, oui, c'est ce qui suppose d'avoir quasiment
la volonté, par exemple, d'attraper les bateaux qui traversent la Méditerranée, d'Algérie, de Libye, etc., pour les renvoyer, pour les ramener manu militari de là où ils viennent, non? Bien sûr. Bien sûr, en plus on en a les moyens, puisque on déverse des milliards absolument incroyables. C'est quand même absolument dingue. J'ai l'impression que de temps en temps, Emmanuel Macron se lève le matin et se dit « Tiens, aujourd'hui, je vais essayer de trouver 2,5 milliards pour l'Afrique. » Il les trouve. Et ensuite, on nous dit non, mais là, par exemple, sur le fait migratoire, on ne peut rien faire. » Parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. En fait, on est bloqué. Mais franchement, je pense que le calcul se fait en 10 minutes. Il a peut-être besoin de 2 milliards qui apparaissent en Afrique pour financer sa campagne. Ensuite, c'est beaucoup fait dans les années Pasqua. C'était beaucoup l'Afrique qui finançait les campagnes de Chirac. Donc peut-être c'est une vieille habitude. Donc on envoie de l'argent en Afrique et puis on le retrouve ensuite en France là où il ne devrait pas être quand même. Enfin, c'est peut-être ça qui se... Peut-être qu'il peut y avoir un mouvement de propagande pro-Macron en Afrique. Ensuite, on envoie les migrants sont naturalisés, hop, ensuite ils peuvent voter et vote Macron jusqu'à l'infini. Et vote Macron, c'est pas impossible, il faut s'étonner de rien. C'est vrai. Donc voilà, c'est juste ça, je trouvais ça un petit peu touchant. Donc l'Europe continue à avoir des problèmes avec les migrants. Oui, c'est ça. Et la Commission est un peu muette quand même sur cette question. Non, mais dès qu'il y a un sujet sur lequel qui avait vraiment gêné, la Commission, je crois qu'il y a un ministère des Affaires étrangères maintenant, même dans européen, ce qui veut strictement rien dire. Il y a un ministère des Affaires européennes. Oui. Mais étrangères, je crois qu'ils ont quasiment des ambassades partout. Ils devraient peut-être dire quelque chose là-dessus, non? Mais ceux-là, on les entend pas. Hein. Surtout que c'est pour une fois, c'est quand même un sujet au niveau européen qui concerne les gens. Et non, là ils sont un peu muets. En revanche, dès qu'il s'agit de parler de la situation des LGBT en Ouganda, là ils font des sessions incroyables. Ils ont je sais pas combien de spécialistes. Attendez, tout ça devient absolument passionnant. Donc l'idée quand même pour beaucoup de ces gens-là, c'est de laisser les migrants aller et venir en Europe. Je suis sûr qu'ils n'ont pas les tests Covid qu'il faut. Ah. Donc, mais on coince les Autrichiens chez eux, bientôt les Français. Ils pourront plus sortir, qui n'ont pas les 2 tests. Mais eux, ils peuvent se balader partout. Et qu'est-ce qu'ils ont s'ils portent peut-être la maladie, ces gens-là, non? Oui, d'ailleurs, il n'y a peut-être pas que la nouvelle maladie Covid non, ils peuvent en porter quelques autres. Donc, bref, oui. On a quelques contradictions qu'il va falloir résoudre en de ces jours. C'est ça. Donc ensuite, sujet suivant, ce matin je suis tombé sur un article dans Atlantico que j'ai trouvé génial. Il faisait un parallèle, cet article, entre Zemmour, parce que possiblement Zemmour allait donner politiquement, c'est-à-dire ils étaient dans l'hypothèse où Zemmour arrive au second tour, il redéfinit la droite, mais il ne gagne pas contre Emmanuel Macron. Ce qui, à l'heure actuelle, est quand même la chose la plus probable. Et il faisait il peut gagner les législatives. Aux législatives, alors il y a toujours un élan présidentiel. Maintenant, il sera peut-être moins fort au deuxième passage. L'élan présidentiel pour la République en marche, ça va être dur. Hein. Oui, je pense que ce sera déjà beaucoup moins fort qu'en 2017. Oui. Et peut-être que justement l'opposition, du coup peut-être pro-Zemmour, peut faire quelque chose d'intéressant à l'Assemblée. Et il faisait un parallélisme avec le candidat républicain qui s'était présenté face à Lyndon Johnson en 64, qui s'appelle Barry Goldwater. Barry Goldwater. Alors Barry Goldwater, ce qui est un grand homme très connu, c'était un nouveau candidat républicain, donc c'est pour le public, qui est arrivé donc qui s'est présenté donc en 64 à l'élection présidentielle, qui a perdu contre Lyndon Johnson, mais qui a eu un mérite. Néanmoins, c'est de redéfinir l'opposition aux démocrates. Il était décrit comme très conservateur, ou même ultra conservateur par les démocrates. Comme toujours. Comme toujours, il y avait vraiment une entreprise de diabolisation de l'ennemi qui a vraiment bien marché. Vous savez ce qu'on leur reprochait? On lui dit, il va envahir le Vietnam, il va créer une guerre au Vietnam. Et ensuite, les États-Unis vont perdre la guerre au Vietnam, c'est épouvantable. Oui. Et donc, lui, il a dit, mais jamais, je n'ai pas du tout envie d'aller au Vietnam, je veux rentrer. Mais celui qui a été au Vietnam, c'est Lyndon Johnson. Exactement. Et donc, c'est assez rigolo de voir qu'ils ont accusé ce pauvre Goldwater, qui était un homme bien, de tous les crimes qu'ils ont commis ensuite. Oui, c'est ça. C'est comme avec Trump, c'est un va-t-en-guerre, etc. Bon, finalement, c'était... C'est le seul qui n'a pas déclenché de guerre quand il a été au pouvoir depuis... je sais pas combien de présidents américains. Ouais, peut-être depuis 40 ans. Et il y avait aussi une campagne incroyable parce qu'il y avait le souvenir des missiles de Cuba en 62. Du coup, c'était, mais il va relancer la crise avec l'URSS, etc. Enfin bref.
Et alors, il a eu ce mérite-là de redéfinir l'opposition. Lui-même n'a pas gagné, mais derrière, ça a donné Nixon, ça a donné Reagan aussi. Beaucoup Reagan. Et là, beaucoup plus Reagan que Nixon, oui. Voilà, c'était plus dans la ligne Reagan, dans une ligne vraiment très très libérale. Et du coup, c'est comme ça au final que ses idées ont percé. C'est en étant d'abord candidat d'un camp, même si il perdait. Est-ce que vous voyez aussi cette forme de parallélisme avec ce que peut donner Zemmour? C'est pas du tout impossible, mais l'embêtant, c'est que je suis pas sûr qu'on ait le temps. C'est un problème, ouais. Je dois dire que c'est pas comme si on avait 30 ans devant nous pour remettre le pendule à l'heure. Ouais. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on a très peu de temps pour renverser les espèces de tendances lourdes qu'on nous a collées depuis 40 ans. Et si un européiste convaincu est élu encore une fois, bon, je crois que les carottes sont cuites, quoi. Il y aura plus grand chose à attendre. La France en tant que puissance souveraine aura disparu. Donc, ça me paraît une idée intéressante intellectuellement, mais je crois pas. C'était en 64. Et ce brave Reagan a été élu en 80, donc c'était 16 ans après. Je crois pas qu'on ait 16 ans. Ouais. Ah, peut-être plus courte échéance, peut-être 2027 éventuellement. Oui, c'est bien, mais c'est comme de dire en 1940, si vous voulez, que vers 44, on aura trouvé une solution, quoi. En 1940, on avait pris une branlée. Il n'y avait pas d'autre choix que de continuer à se battre, tout en sachant qu'on n'avait aucune chance. Oui. Bon, après, même si on perd en 2022, il faudra quand même continuer à Il faudra continuer à se battre, mais il y a celui qui a écrit, vous savez, Historiquement correct. Oui, Jean Sévilla. Jean Sévilla, qui vient de lire un livre d'écrire un livre, je crois, qui est passionnant, sur le dernier carré. C'est-à-dire les gens qui continuent à se battre alors qu'ils savent qu'ils ont perdu. Je crois que si on perd cette fois-ci, on sera dans le dernier carré. On devra continuer à se battre, tout en sachant que c'est foutu. Mais ça fait rien. On le fera. À ce moment-là, c'est pour l'honneur. C'est ça. C'est pour l'esthétique. C'est pour l'honneur, c'est pour dire, oui, en tout cas, pas moi. Je ne signerai pas. Oui, ça passera pas par moi. Ça passera pas par moi. Très bien. Et ce qui ramène au sommet la notion d'honneur, encore une fois. Et il ne faut pas oublier que les gens mouraient dans le temps parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur honneur. Donc il va falloir peut-être, en effet, il y a un certain nombre d'entre nous qui acceptent de mourir pour ne pas perdre notre honneur. Ça va pas être facile. Non, c'est sûr. On n'est plus très habitué à ça. Non, mais certain. Alors, la séquence un petit peu rigolote de la semaine, c'était un ancien militaire qui faisait le poirier sur le perron de l'Élysée. Oui, j'ai vu ça, oui. C'est rigolo. Et alors, qu'est-ce qu'il a pris celui-là? Je sais pas, il s'est dit on va faire une photo, voilà, je vais faire le mariole. Ça devait être un pari, non? Oui, oui. Et je pense que c'était un pari. Et donc il y a quelqu'un qui lui fait la remarque et il lui dit monsieur, descendez, vous êtes pas n'importe où ici. Et alors, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette réflexion-là, c'est que notamment sous le mandat d'Emmanuel Macron, le lieu et la fonction présidentielle et le lieu de l'Élysée ont été tellement désacralisés que finalement, faire les pieds au mur. Franchement, on n'est pas à ça près, quoi. Non. Parce qu'il y avait, quand il avait invité des transsexuels à l'Élysée, c'était en 2018, je crois, en 2017. Pour la fête de la musique, oui. C'est ça. Il y avait eu plus récemment l'histoire avec les deux youtubeurs, là, McFly et Carlito. Enfin bref, là on est vraiment plus à ça près. Il y a aussi la décoration intérieure qui a été complètement retouchée par Brigitte Macron, que je trouve absolument ignoble. Enfin bref, voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette séquence. Moi je pense que d'abord ça prouve que dans l'armée française on est encore assez agile, quoi. Je suis bien sûr que dans l'armée belge, comme ils ont tous 55 ans et des ventres de buveurs de bière, il y a personne qui peut se mettre les pieds au mur. Donc pour moi c'est un signe que notre armée est encore à peu près en état de combattre. D'accord, super. C'est bon signe alors. Exactement.
Ensuite, il y a eu, alors on en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois, on avait conclu la vidéo là-dessus avec la polémique Zemmour-Hollande sur le fait que Hollande disait savoir qu'il y avait un risque, qu'il y avait des terroristes dans les flux de réfugiés en 2015. Et alors, on avait analysé le fond des propos. Maintenant, je voudrais aller plus sur la forme, parce que quand même, ça a créé une grosse polémique et beaucoup de gens ont pris le parti de Hollande contre Zemmour. Et alors, j'ai envie de vous demander, dans la perspective de gagner 2022, est-ce que Zemmour doit adoucir un petit peu ses propos sur la forme quand il s'exprime de cette manière-là ? D'abord, j'ai pas de conseil à lui donner, parce que c'est lui le candidat, c'est lui qui est en contact avec les gens. Et comme le disait De Gaulle, l'élection présidentielle, c'est un contact entre un peuple et un homme. Hein, donc, c'est à lui de savoir comment parler à ce peuple. Donc, la seule chose que peut-être je lui ai dit une fois, mais j'en suis même pas sûr, je lui ai dit une fois, je le rencontre pas souvent, mais enfin, quand je le rencontre, je lui avais dit, en aucun cas, vous ne devez adoucir votre langage. Parce que dès que vous adoucirez votre langage, tout le monde va se dire, ça y est, il est en train de se faire bouffer par la classe dirigeante, il est en train d'essayer de faire du Bertrand ou de la Marine Le Pen, de se rapprocher de cette espèce de ventre mou. Encore une fois, il faut faire campagne contre le ventre mou. Il ne faut pas essayer de prendre le ventre mou. Ce que faisait aussi Goldwater en son temps. Ouais, il en avait rien à foutre. Je m'en souviens, je suivais déjà tout ça. Il allait franco, quoi. Bon. Il était, mais ça a été quand il est mort, il était toujours sénateur. C'était un des hommes les plus admirés de son temps. C'était parce que c'était aussi un très bel esprit. Et donc, encore une fois, il y a une phrase dans les évangiles, j'aime beaucoup les évangiles, vous avez dû remarquer d'ailleurs, parce qu'il y a toute une série de choses qui viennent des évangiles dont on n'a même plus conscience. Vous savez, il y a la phrase dans les évangiles qui dit « Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée ». Et en fait, je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, que la vraie phrase c'est « Celui qui vit avec une épée périra sur cette épée ». Donc ce que j'essaye de dire, c'est que si on doit se faire tuer pour ses idées, au moins que l'épée soit bien droite et qu'on se fasse tuer proprement. Tous les gens qui ont essayé d'aller vers le centre depuis Giscard, d'essayer d'avoir un discours lénifiant, ont tous perdu. Tous perdus. Alors que l'ennemi, lui, il n'a jamais eu un discours lénifiant. Hein. Il nous a toujours traîné dans la boue. Oui, ça, complètement. Complètement. Donc encore une fois, moi, j'ai rien à dire, j'ai pas de conseil à donner, c'est pas moi qui prends le risque, c'est lui, et il fait preuve d'un courage foudroyant. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais, durcissez votre discours. Bah, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est en train de suivre votre conseil. Je sais pas, je l'ai pas donné. Mais ça me paraît tellement évident, il faut leur rentrer dedans. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il faut leur rentrer dedans et leur rentrer en disant, non seulement vous avez trahi, mais vous avez été des lâches. Vous avez été non seulement des lâches, mais des incompétents. Et une fois que vous avez été incompétents, vous n'avez même pas eu l'honneur d'aller voir les familles des victimes parce que pas devant la presse. Donc, si vous voulez, encore une fois, quand on arrive à ce degré de déréliction d'un gouvernement, on ne lui trouve pas d'excuses. On lui rentre dedans et dit, vous êtes lâche, incompétent, gros, laid, bête. Il n'y a pas de cadeau. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que quand même, du coup, rappel des faits. On a un président en exercice qui sait qu'il prend un risque considérable de laisser rentrer des terroristes légalement dans son pays. Dans son pays. Et en plus, une fois que l'acte de terrorisme a commencé, il paraît qu'il y avait des gens qui étaient en face, qui auraient pu rentrer, des militaires qu'on a laissés, à qui on n'a pas donné l'ordre. Oui, ça c'est à cause de Valls. C'est à cause de Valls, mais enfin, qu'on n'ait pas donné l'ordre à ces militaires d'aller nettoyer tout de suite le... Donc il y a deux actes l'un derrière l'autre, qui auraient dû... Normalement, on aurait dû demander la démission du ministre de l'Intérieur ou du Premier ministre, mais immédiatement, ils auraient dû être chassés. Ouais. Donc chassé, là, on l'a caché. On a une erreur de prévention en laissant rentrer des terroristes. On a une erreur d'action en étant très mauvais sur la mise en place des opérations de sauvetage. Qu'est-ce que ça veut dire le fait? Alors, il est possible qu'il y ait eu un officier qui était là avec des hommes de troupe, qui n'était pas loin, qui était pas avec des hommes de... et à qui on n'avait pas donné la permission, s'il y avait des troupes,
y allait tout de suite, Ouais. sans demander la permission à qui que ce soit. Il y allait. Donc ça veut dire qu'il avait des ordres de ne pas y aller, Ouais. d'attendre l'ordre officiel. Mais c'est incroyable qu'on donne à un officier comme ça. C'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue. Donc toute cette histoire est une histoire de fou. Et donc non, mon cher Eric, il faut durcir votre discours. Il faut les discréditer à jamais. Cette classe politique doit disparaître. Complètement. Super, je suis complètement d'accord. Ensuite... je suis un diplomate hors pair. Hein. On a vu ça. Faut le savoir. Depuis quelques semaines maintenant, il y a Bruno Le Maire qui arrête pas de nous dire qu'on a une croissance record cette année. Bon, alors ça m'énerve. Donc là, maintenant, on va en parler une bonne fois pour toutes. Je crois qu'on a moins 8% en 2020. Oui. Et du coup, il nous dit là, plus 5% en 2021, c'est un truc de dingue. Bon, alors, on va prendre un cas d'école, littéralement. Vous avez une moyenne de 12. Ensuite, vous tombez, vous avez une moyenne de 6 au deuxième semestre. Oui. Au deuxième trimestre, pardon. Vous repassez à 9. Et ensuite, vous repassez à 9, c'est-à-dire une progression de 50%. Bon, est-ce que c'est bien pour autant? Non, vous ne passez pas l'année suivante. C'était très bien parce que c'est à peu près mes notes quand j'étais en classe. Donc je trouve que je faisais de mon mieux, les gars. Faut pas m'en vouloir. Hein. Non, mais ceci dit, j'aurais pu faire mieux sans doute. Mais... Non, mais là, vraiment, ça m'énerve parce que c'est. Vraiment... Et en plus, encore une fois, si vous voulez, il prend le machin du PIB. Bon, alors, il faut le réexpliquer une fois. J'ai déjà expliqué d'un ou deux papiers, mais je vais le réexpliquer. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées dans le pays. Alors, si c'est le secteur privé qui fait le PIB, bon, ben, vous prenez grosso modo les profits des entreprises, vous ajoutez tout ça, combien elles ont dépensé, combien elles ont vendu, et puis la différence, c'est le PIB, ça c'est le PIB du secteur privé. C'est des transactions volontaires dans lesquelles il y a des prix de marché qui vous permettent de calculer la valeur ajoutée créée par l'entreprise. Parfait. Comment on mesure la valeur ajoutée dans le PIB dans le secteur public? On ne sait pas. Il n'y a pas moyen puisqu'on ne peut pas mesurer la productivité, puisqu'il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix de marché. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le PIB, la valeur ajoutée du secteur public, c'est les salaires payés aux fonctionnaires. Donc vous embauchez 100 000 fonctionnaires de plus et le PIB passe au travers du toit. Et comme on les paye? Avec de la dette qui passe au travers du toit. Tout ce que je demande aux Français, c'est qu'ils regardent la croissance du PIB en valeur sur les 2 dernières années, ouais, et qui soustrait l'augmentation de la dette dans les 2 dernières années. D'accord, ouais. Et ils verront qu'on s'enfonce à toute allure. D'accord. Donc, monsieur le maire, bon, il a fait normal sud plaindre. Ça veut pas dire qu'il sait faire une soustraction et une addition. C'est probablement trop. Je sais en tout cas qu'il sait pas faire une règle de 3. Mais en tout état de cause, cet homme, je lui confierai pas la gestion du budget de mon ménage. Hein. Il sait pas faire il doit être tout le temps en déficit sur son compte bancaire. Hein. Ouais, faudrait vérifier ça. Mais ne vous inquiétez pas, il fera un chèque. Donc voilà, je voulais juste traiter ce truc-là de la croissance parce que ça m'énerve. Ils se prennent vraiment pour des Mozart de l'économie. Mais en plus, si vous voulez, la croissance du PIB, vous prenez le PIB allemand, le PIB français, depuis 25 ans, ils ont exactement la même croissance. C'est la même chose. Vous regardez à l'intérieur de la bête, la production industrielle allemande est montée de 25%, la nôtre a baissé de 15%. Oui, ouais. La différence, c'est que nous, notre État est passé de 40 à 60, et le leur, il est resté à 40. Donc, la France s'est appauvrie depuis 25 ans, en embauchant des fonctionnaires et en le payant par de la dette. Mais le PIB était exactement le même. Donc le PIB, c'est un machin inventé par les politiques pour continuer à gérer comme des cochons dans n'importe quelle entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos coûts, vous prenez vos ventes, j'ai vendu tant, vous enlevez les coûts, et ça vous donne la valeur ajoutée, grosso modo. Hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le secteur public? Vous prenez les ventes, mais vous ne savez pas trop ce que c'est, enfin le coût, allez. Vous enlevez les coûts, vous devriez enlever les coûts, mais là vous les rajoutez. Et donc ça vous donne le PIB. Donc c'est comme si l'entreprise disait, alors moi, j'ajoute mes ventes et mes coûts, et je gagne plein d'argent. Ben ouais. Non, il faut soustraire les coûts. Ouais. En France, on les additionne. C'est ça qu'ils appellent le PIB. D'accord, ok. Mais c'est fou.
C'est complètement dingue. Donc, arrêtez de regarder le PIB. Le PIB, c'est un machin inventé par des gars de la comptabilité nationale pour vous enfumer. Ok, d'accord, super. Au moins, c'est très drôle et en même temps très instructif. Alors, j'ai ma dernière question qui est elle, un peu plus... qui est un peu plus dans le brouillard et on va peut-être prendre 5-10 minutes. Et très généraliste, c'est, selon vous, que pensent les Français? C'est un sujet. C'est un gros sujet. D'abord, les Français, c'est une race. Vous savez ce que disait, je ne sais plus quel humoriste, il y a très longtemps, c'était sous Napoléon III, il disait, il y a 50 millions de sujets en France et 100 millions de sujets de mécontentement. C'est-à-dire que à l'époque, les sujets, c'était les nombres de citoyens. Ce que je veux dire, donc, beaucoup de Français ont des idées, ils ne sont pas contents et c'est contradictoire. L'un avec l'autre. Mmh. Vous ne pouvez pas, par exemple, gueuler parce qu'il y a trop d'État et gueuler parce que l'État ne fait rien pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Quand vous avez un problème, vous envoyez une lettre à votre député en disant « il faut m'aider ». Non, il faut que tu t'aides tout seul, mon grand. Bon. Donc il y a toute une série de gens qui ont du mal à avoir des pensées cohérentes. Mais je crois que si je devais essayer de résumer ce que je ressens, mais je suis peut-être... la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est que les Français ont très mal à la France. Mmh. Ils souffrent profondément de ce qui arrive à notre pays. Ils avaient la sensation que la France, c'était un pays pas tout à fait comme les autres. Mais c'est vrai, c'était d'ailleurs pas... Il n'y a jamais un pays qui est comme les autres, mais la France, c'était vraiment un pays un peu à part. Bon, on est en train de devenir une espèce de ramassis qui n'a plus aucun intérêt, et ça c'est très inquiétant, donc ça les gêne beaucoup. Il y a Renaud Camus, vous savez, cet écrivain qui a beaucoup de talent et qui est interdit de télévision, peut-être un peu moins en ce moment d'ailleurs, qui a eu une phrase qui peut-être résumerait ce que je pense. Il a dit « La France est le seul pays que l'on quitte par mal du pays ». Je trouve ça extraordinairement profond, parce que les gens se barrent parce qu'ils regrettent leur pays. C'est ce que j'observe aussi, oui. Et donc je crois que si je devais résumer ce que les Français pensent, je dirais, les Français ont le mal du pays. Mmh. Massivement. Sur ce sujet, effectivement, dans le milieu de droite, je vois beaucoup de gens qui regrettent que certaines personnes quittent le pays. Et moi, je comprends la démarche parce que pour eux, c'est pas tant qu'ils quittent le pays, mais c'est qu'ils ont l'impression que c'est le pays qui les a quittés. C'est le pays qui les a quittés. Et que quelque part, ils prennent acte de ça et ils disent « Bon, je vais essayer de retrouver mon pays, pas tout à fait pareil, mais peut-être ailleurs, ce sera mieux. » Je vais essayer de retrouver un pays où je pourrais me développer, où je pourrais prendre des risques, où je pourrais m'assumer, où je pourrais élever une famille, où je pourrais... Et donc, oui, je crois que c'est ça. Les Français ont le mal du pays. Un mal du pays, mais profond. Et vous remarquerez que tous les candidats, depuis longtemps, ne parlaient que de la République. Et la République par-ci, et la République par-là. Et vous avez un gars qui arrive qui se met à parler de la France, et d'un seul coup, les gens ont les oreilles qui se dressent en disant « Tiens donc, il y a quelqu'un qui enfin me parle du pays ». Et pays en français, c'est un mot qui est très curieux, parce que ça veut dire à la fois la France, et ça veut dire aussi le village. Mmh. Le village, pays, la région... Mon pays, quand j'étais au service militaire, il y avait des gars qui étaient du même pays. Ouais. Ils étaient du même village, donc ils se baladaient toujours ensemble, ils se quittaient pas. Donc le pays, c'est quelque chose, ça veut dire vraiment quelque chose auquel on est très profondément attaché. Et je crois que la France a le mal du pays, oui, très profondément. J'espère que vous avez raison, j'espère que les Français ont conscience que leur pays est plus tout à fait le leur, qu'il est plus tout à fait le même. Et par conséquent, c'est ce qu'on essaye d'impulser comme idée un peu à l'Institut des Libertés, c'est essayer de faire en sorte qu'on retrouve le pays. Qu'on retrouve le pays et que les gens se renseignent sur leur propre pays. Oui. C'est-à-dire qu'après 20 ans d'éducation, en France, ils ne savaient rien sur leur pays. Complètement.
on les a décervelés. C'est dramatique. Et donc, qu'ils lisent, qu'ils écoutent des vieilles conférences, il faut se remettre de cette éducation qu'on nous a fournie pendant 25 ans, 30 ans. Où on a... Bien sûr, ouais. Lisez des livres, regardez des reportages, je pense que... Visiter les musées, visiter les cathédrales, visiter les églises. J'ai eu une expérience un peu douloureuse. J'étais voir une grande exposition qui a lieu à Paris sur une collection russe qui est au musée Arnaud, là-bas, dans le bois et tout. Il y avait une queue devant, c'était pas croyable. Il y avait des gens qui attendaient comme ça. Et puis le même jour, j'ai été à l'église, à la messe, et il y avait 3 pelés de tendus, quoi. Et donc les gens vont voir, ils passent 3 heures à faire la queue, alors qu'ils pourraient peut-être passer une demi-heure à la messe en réfléchissant, même s'il n'y a pas de messe, hein, simplement en restant sur eux-mêmes et en faisant un petit retour sur eux-mêmes. Donc je me dis quand même, on est une civilisation bizarre, où les gens vont voir des trucs qui sont passés il y a 100 ans ou 150 ans dans le domaine de l'art, et tout autour d'eux, ils ont des joyaux de l'art qui sont toutes les grandes églises, et personne n'y va. Mais allez-y, même si c'est pour rien, mais regardez, c'est beau. Oui, c'est vrai. C'est beau. C'est beau. Allez à la Sainte-Chapelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la Sainte-Chapelle? C'est beau, ça a 1000 ans, voilà déjà 2 raisons d'y aller, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, quoi, en fait, je sais pas. Donc, redécouvrez votre pays. On va sortir sur ce message-là. À chaque fois, on trouve un truc de dingue. Redécouvrez votre pays, lisez, allez visiter le pays, allez visiter les cathédrales. Voilà. Moi, je n'ai jamais regretté d'entrer dans une église. Non. Donc, je pense que d'ailleurs personne ne le regrette jamais. Donc voilà, faites tout ça. Faites aussi autre chose, abonnez-vous à notre Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu, un commentaire, etc. Et on vous retrouvera très bientôt pour des nouvelles vidéos, y compris les délits d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.